Bon début de semaine à vous qui êtes penchés, vous qui nous suivez en ce moment. Heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau Maïs Presse, amis fidèles téléspectateurs. Sur ce plateau, nous sommes avec un représentant de la MOCA, un représentant de l'ECD. Il s'agit de M. Yves Badjogo, qui est le tout premier invité. Et nous attendons l'arrivée de Joe Maele, qui à son tour va représenter l'Union Sacrée. Et ensemble, nous allons vous parler République. Déjà hier, c'était la clôture de la francophonie, ou encore une 9e édition de Jeux de la francophonie ici à Kinshasa. C'était un pari gagné pour nous qui sommes congolais. En tout ça, on va aller dire sans embâche. 34 médailles, 5 en or. On a fait l'exploit. Coup de chapeau à nos athlètes. Tout coup de chapeau à l'organisation. Ça dépend de moi, hein, parce que c'est vrai, les avis seront peut-être partagés, mais je voulais dire, les avis seront peut-être différentes, n'est-ce pas? Mais de mon côté, je pense que c'était un pari gagné, ça, je l'ai dit en tout cas sans inquiétude. Nous allons vous parler également de processus électoral. Oui, hein, la CENI avait lancé déjà l'opération de remise des duplicata. Ici, on va signaler non pas seulement pour ceux-là qui hier avaient perdu les cartes d'électeurs, mais plutôt la mauvaise qualité de cette dernière exige à ce que les électeurs puissent aller de nouveau prendre des cartes d'électeurs, mais cette fois-là, ça sera plutôt du duplicata. Nous allons vous parler de ça tout en vous rappelant que la MOCA ou encore SID prendra part aux élections prochaines, alors que Martin Fayoulou et son équipe n'avaient pas eu le temps d'aller déposer les listes des candidats. Nous allons vous donner des précisions. Nous parlons également de l'insécurité qui continue à battre son plein. Pas plus tard que le week-end dernier, donc la nuit du samedi au dimanche, on a encore tué à l'est de notre nation et c'est M23 qui serait à la base de ce massacre. Je m'en fais plutôt saluer le tout premier invité, M. Yves Badjogo, qui est avec moi sur ce plateau, à qui j'ai dit bonjour et bonne semaine à vous. Bonjour Guélard, merci pour l'invitation, bonne semaine à vous aussi. Alors déjà, à l'entrée de jeu, vous et moi étions ici, ou encore vous et moi sommes ici à Kinshasa. Vous avez eu le temps également de suivre ce qui s'était passé ici au Congo, à Kinshasa particulièrement. Je parle de la francophonie. La clôture, c'était hier, 9e édition de Jeux de la francophonie. N'est-ce pas un pari gagné pour les Congolais? N'est-ce pas un coup de chapeau aux organisateurs d'après vous? À la différence de ce que l'UDPS avait, la position de l'UDPS en 2012, nous ne sommes pas contre les Jeux de la francophonie, nous ne sommes pas contre la promotion de la jeunesse, et nous militons pour ça d'ailleurs dans notre parti politique, particulièrement moi en tant que secrétaire national adjoint en charge de la jeunesse, je milite pour la promotion de la jeunesse. C'est bien d'organiser des jeux, mais nous avons organisé ces jeux dans un paradoxe quand même qui ne peut pas nous laisser indifférents. Pendant ce temps, vous avez annoncé que l'M23 a encore tué une quinzaine de personnes et en parallèle, nous organisions une fête sportive. Donc nous ne pouvons pas rester indifférents face aux populations de Kishiché, Kiwanja, Rumangabo, Rutshuru, le Massissi, qui restent dans une position de désarroi profond. Et nous avons entendu leur position, leurs revendications en disant qu'eux continuent à être meurtris, mais que nous, ici à Kinshasa, nous étions totalement indifférents. Donc il faudrait que nos frères de cette partie occupée par le Rwanda puissent garder espoir et puissent savoir qu'ici, il y a des gens qui pensent à eux et qui ne les oublient pas. Bon, c'est votre point de vue. Alors, en termes d'organisation, c'est vrai, quelles sont vos analyses par rapport à ça? C'est vrai, vous avez suivi l'ouverture, hier c'était la clôture, certes, œuvre humaine, les imperfections ne peuvent en aucun cas manquer, mais qu'est-ce que vous avez remarqué lors de cette édition ici au Congo? Je parle de la francophonie. Malheureusement, c'était des jeux au rabais dans tous les sens. Parce que lorsqu'on organise de tels événements, il faudrait que, à la suite, nous puissions aller observer un écosystème qui se développe quand même, avec des infrastructures nouveaux, anciens qui sont réhabilités, mais nouveaux qui sont construits sur toute la ville dans laquelle les jeux s'organisent. Mais ici, nous avons assisté simplement à une réhabilitation, un coup du stade des Martyrs, une réhabilitation de Tata Raphaël, mais l'écosystème ne s'est pas développé de manière efficace et efficiente. Donc on a à peine 2 points qui sont développés, mais tout le reste de la ville, par exemple de Kinshasa, était dans une saleté indescriptible. L'insalubrité juste à côté du stade Tata Raphaël, où la rivière Kalamou déborde à foison, où il y a des bouteilles plastiques qui débordent à foison. Et voilà, donc il y a un problème, c'est que dans l'organisation, l'objectif était peut-être intéressant,
mais la réalité nous a rattrapés. C'est vrai que c'est bien fait le stade de Martyrs, c'est bien fait le stade de Tarapel, mais tout autour, qu'est-ce que nous vivons? L'environnement est resté le même, l'environnement est resté inchangé. Les routes n'ont même pas été réhabilitées. Il n'y a pas de nouvelles routes qui ont été construites. Il n'y a pas de nouveaux, investissements sur le plan hôtelier qui auraient pu profiter à la population, à la ville de Kinshasa dans un avenir. Vous avez vu qu'on a logé une partie, ou alors l'essentiel des athlètes dans les homes d'étudiants. Les homes d'étudiants, ils existaient, ils vont revenir à des étudiants, mais on n'a pas eu des infrastructures nouvelles qui pourraient nous permettre, à la dimension des Jeux de la francophonie, bénéficier des éléments après les Jeux. Et la grosse question qu'il faudra qu'on se pose, est-ce que ce qui a été mis en place pour la pérennité de ces pauvres infrastructures qui ont été réhabilitées? Donc il y a des questions qu'il faudrait qu'on se pose. Et sur le plan organisationnel, vous avez vu, on a eu des problèmes dans tous les secteurs, des problèmes d'eau, d'électricité et même alimentaire, où des athlètes se sont plaints en disant que nous ne mangeons pas bien et que ça a un impact sur notre performance. Comme j'ai dit, ce sont des jeux quand même au rabais, parce que nous attendons plus de monde. Les pays tels que le Canada, initiatrice des Jeux de la francophonie, d'habitude, elle emmène une délégation composée de minimum 300 personnes. Mais cette fois, elle n'emmenait que 60 personnes. Idem pour la France, et pareil pour la Belgique, qui avait entre 30 et 50, une délégation composée entre 30 et 50 personnes. Quand je dis délégation, c'est athlètes et les responsables de la délégation mis ensemble. Donc au niveau de la compétitivité en a souffert. Il y a eu 26 pays sur 40 qui devaient participer. Donc on ne devrait pas aller se réjouir parce que de manière totale, de manière pleine, c'est vrai qu'il y a quelques bonnes choses qui se sont faites, mais de manière générale, je pense que nous avons renvoyé une image plutôt fébrile de notre pays. Vous avez parlé des infrastructures, c'est votre point de vue, mais vous êtes sans ignorer qu'il y a qui dit, il paraît de CFAP en un jour, hein, donc c'est procédural. Convaincu que dans les jours à venir, on aura encore des édifices plus performants ou encore importants que ce que nous avons en ce moment. Mais toujours est-il que... Mais ça fait 4 années que nous sommes dans ces pays. Est-ce que vous avez eu 5 années où il y a un régime de l'Union sacrée en place? Est-ce que vous avez eu d'autres infrastructures que ceux qui ont été réhabilités pour les Jeux de la francophonie? Donc les Jeux de la francophonie étaient vraiment une occasion très spéciale, très particulière pour nous permettre d'avoir encore plus d'infrastructures. Et la bonne question que personne ne se pose, c'est les coûts des Jeux de la francophonie. Moi, j'aimerais bien que l'IGF fasse un tour dans le comité et qu'ils nous disent combien ont coûté réellement ces Jeux. J'entends 100 millions de dollars pour les Jeux de la francophonie, c'est énorme. Avec 100 millions de dollars, on aurait pu construire deux autres stades et d'autres infrastructures importantes. On aurait pu réhabiliter certains réseaux routiers, on aurait pu investir dans des parcs d'hôtels, et voilà, nous avons énormément dépensé de l'argent, et encore que ça, ce sont les coûts qui sembleraient être officiels. Et nous savons dans notre pays que le détournement a élu domicile comme étant un mode de gestion, et nous voudrons voir clair sous nos deniers publics, parce qu'il ne faut pas que les Congolais se trompent. C'est nous qui avons financé l'organisation des Jeux de la francophonie. Les contribuables payé voilà, les contribuables congolais ont payé pour ça, et nous avons, du point de vue du devoir de redevabilité, savoir combien est-ce que ça a coûté. Les retombées, c'est visible. Nous avons raflé 34 médailles, 5 en or. Ah ben, moi, il faut le faire. Hein. C'est le point positif de ces Jeux. C'est l'engagement de nos compatriotes, des athlètes qui ont été laissés à l'abandon, qui ne sont pas entraînés, qui n'ont pas eu des cadres pour un entraînement formel, qui n'ont pas eu des prises en charge sérieuses. Mais vous allez voir... tout à l'heure, M. Félix Tshisekedi va faire de la récupération comme il en a l'habitude pour féliciter, alors qu'il n'a pas mis les moyens nécessaires pour que ces athlètes s'entraînent. Vous avez vu vous avez entendu ce qu'il a dit aux athlètes des baskets féminines. Mais c'est ahurissant. Je ne comprends pas comment un responsable public peut tenir de tels propos en disant bon, vous n'êtes entraîné que pendant 2 semaines, c'est pas grave, vous ferez mieux prochainement. C'est absolument c'est à la limite de. Je ne veux pas utiliser des termes qui dépasseraient ma pensée, mais c'est extrêmement grave. M. Félix Tshisekedi savait qu'il y avait les Jeux 2 ans auparavant, si pas 3 auparavant, et les joueurs de l'équipe de basket ne s'est entraîné que pendant 2 semaines. Vous trouvez ça normal? Et ils ne s'en aimaient pas, ils s'en réjouiraient presque. Vous avez dit au départ, vous oubliez que les circonstances dans lesquelles on a organisé ces Jeux étaient aussi pas faciles que ça. Nous sommes dans une situation où on est agressé, il y a quelques zones qui sont occupées, l'attention était focalisée vers l'Est, c'est vrai, il fallait également organiser le jeu, peut-être, mais toujours dit que nous avons raflé les médailles. Ça, vous ne faites pas allusion. Si, j'ai dit, je félicite la bravoure de nos compatriotes, des athlètes, qui sont débrouillés par eux-mêmes, en réalité, pour avoir toutes ces médailles, pour faire honneur à notre pays. Non, parce qu'ils étaient le gouvernement. Est-ce que vous avez suivi le patron de la fédération de lutte? Il a dit très clairement
qu'ils n'ont jamais reçu des fonds pour s'entraîner, et que s'ils avaient reçu des fonds, et j'ose croire, avec la qualité qu'ils nous ont montré, s'ils avaient reçu un encadrement et des fonds suffisants, ils auraient raflé plus de médailles encore. Donc voilà, ils sont laissés à leur abandon, et M. Félix Tshisekedi ne s'en est pas caché. Il a dit aux joueuses de basket. Donc voilà, il y a un gros problème dans ce sens, et je salue la bravoure de nos athlètes qui nous ont ramené quelques médailles. Toutes les caméras du monde étaient ici à Kinshasa, vous avez suivi, n'est-ce pas? C'était une occasion, ou encore on a profité de l'occasion pour vendre bien l'image de notre pays. Ben, je ne sais pas, avec tous ces couacs et tous ces ratés qu'il y a eu, si nous avons vraiment vendu l'image de notre pays en bien. Moi, je dirais peut-être que M. Félix Tshisekedi a voulu vendre positivement son image à lui, pas l'image du pays. M. Félix Tshisekedi et son régime ne font que ce qui aurait des retombées pour leur personne, pour eux-mêmes, pas pour l'intérêt du pays. Mais vous avez vu l'effigie de M. Félix Tshisekedi au stade? Vous avez vu, il y avait ces effigies partout. Vous avez vu sur les scènes de concert, il y avait l'effigie de M. Félix Tshisekedi. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et il a fait ça pour effectivement aller avoir un peu de retombée au niveau international. Et heureusement que nos compatriotes n'ont pas perdu le nord et lui ont rappelé que le dollar était en route pour 3 000 francs. Aujourd'hui, sur rappel déjà, c'est 22. Mais non, et ça c'était hier, lorsqu'ils ont encore pris une mesure ahurissante de mettre 150 millions de dollars dans la mer, et surtout une erreur très grave, une faute professionnelle en empêchant les fonctionnaires d'avoir leur salaire. Donc il y a eu cette illusion des baisses, mais aujourd'hui, regardez partout, c'est à 2400, 2500 francs. C'est déjà reparti et c'est en route vers 3000. Processus électoral, parlons-en. À titre de rappel, pour ceux qui ne savent pas, nous attendons l'arrivée de Joe Maele, qui à son tour, comme j'avais dit de part, va représenter l'Union Sacrée. Il nous dirait qu'il est coincé dans les embouteillages. Sûrement, il va se joindre à nous dans le milieu prochain, mais cela n'empêche, pour poursuivre la partie processus électoral. Vous qui êtes ici, vous qui êtes la Mouka, vous n'allez pas prendre part seulement parce que vous n'avez pas déposé vos listes avec les candidats qui seront des vôtres. Ce n'était pas fait. Donc vous allez jouer à la politique de la chaise vide. J'ai toute ma compassion à Joe Maele. Et comme je disais, j'aurais aimé que sur les plans infrastructure, nous ayons des nouvelles routes qui puissent désengorger certains points. Et je suis un peu, en partie, un peu avec un peu de cynisme, je suis tout heureux qu'il soit coincé dans les embouteillages, en espérant qu'il va remonter cette question à son union sacrée, qui est préoccupée par autre chose. Donc vous voyez, ce que je suis en train de dire tout de suite a des répercussions. M. Joe Maele est en retard parce qu'il est coincé dans les embouteillages. Parce qu'il n'y a pas d'autres débouchés. Ça, c'est pas tout le monde. Les bouchons, ça se vit partout. En tout cas. Ça, c'est pas mon problème que ça se vit. C'est pas mon problème que ça se vit partout au monde. C'est que nous devons répondre, nous devons être capables de répondre aux défis qui nous concernent d'abord. Donc moi, je ne veux pas aller dire ce qui se passe en France, parce que vous allez voir qu'en France, pour les Jeux, ils ont décidé d'emmener les athlètes via les cours d'eau et non pas utiliser les infrastructures routières qui existent, parce qu'ils se disaient peut-être qu'il y aurait des embouteillages, mais voilà, il y a la possibilité d'emmener avec des bateaux mouches qui feraient le transport des athlètes, et eux, ils trouvent des solutions à leurs problèmes. Nous, on ne trouve pas, c'est tant mieux que Joe Maele soit coincé dans les embouteillages. Mais voilà, vous parlez du processus électoral, mais nous ne sommes pas retirés du processus. Nous sommes en plein processus, mais nous avons conditionné notre participation à ce qu'il y ait un audit. Mais c'est ça l'obstacle, c'est ce qui va vous causer du tort. Non, mais pourquoi nous sommes Vous savez, dans la vie, il y a des choix à faire. Il y a des choix. Et à un moment donné, il faut faire des choix. Même s'ils sont difficiles, même s'ils sont risqués, ils comportent beaucoup de risques, mais il faut les faire parce que nous pensons que ces choix sont fondamentaux pour l'avenir de notre pays. Monsieur Kadima, pour parler de son audit, fameux audit qui est fait par ses copains et ses copines, est-ce que vous avez pris le temps de lire cet audit? Dans cet audit, les experts, la CENI va même jusqu'à mentir, à avoir eu des entretiens avec nous, avec le parti SID, alors que nous ne sommes jamais rendus à une quelconque invitation des experts de Kadima en ce qui concerne l'audit. Ils vont jusqu'à mentir. Mais c'est extrêmement grave. Le processus de recrutement de ces experts. Vous vous rendez compte que le 9, pour une procédure, on va dire publique, pour une procédure qui est internationale, elle ne prend que 3 jours. Et en 3-4 jours, on publie l'appel d'offres, on recrute le personnel et ils sont déjà
sachant qu'il y a un Malawite et un Sud-Africain dans l'équipe. Vous vous rendez compte? Quand est-ce qu'ils ont fait pour prendre leur visa pour venir jusqu'ici? Quand est-ce qu'ils se sont préparés? Étaient-ils déjà ici à Kinshasa? Le rapport avait déjà été préparé préalablement. Ce sont des questions fondamentales qu'il faut que vous, journalistes, vous fouillez, que vous, journalistes, vous allez poser à Kadima. L'information est publique. C'est vrai qu'ils ont caché, ils ont dissimulé pendant un moment le rapport des experts. Maintenant, aujourd'hui, il est public. Allez, regardez dedans. Vous allez voir que même les parlementaires proches de la majorité s'interrogent sur l'indépendance des auditeurs, s'interrogent sur les compétences des auditeurs, pas nous, parce que si c'est nous, vous allez dire que voilà, vous, la résistance, vous êtes toujours comme ça. Mais ce sont des parlementaires proches de l'Union sacrée qui s'interrogent. La société civile est montée au créneau. Je rappelle ici que l'Église catholique et protestante n'ont pas participé, mais les associations de femmes ont fait remarquer à M. Kadima que lors des précédents audits, les experts locaux étaient partie prenante. Pourquoi cette fois, elle n'était pas partie prenante? Lisez le rapport et vous allez vous rendre compte que c'est un vide sidéral. Alors, même s'il faut donner raison, parce que sur votre point de vue, je n'ai pas dit que vous avez forcément raison, mais la CENI va organiser des élections. Les élections seront organisées dans le délai, donc au mois de décembre prochain. Et que vous n'avez pas plutôt déposé les listes. On suppose que vous n'allez pas prendre part. Vous pensez activer l'article 64. Pensez-vous que ce serait prévenu? Déjà, je ne sais pas qu'est-ce qui Parce que d'aucuns pensent que les meetings, le tout dernier meeting, c'était du fiasco, en croire certains. Je ne sais pas ce qui vous conforte dans la thèse selon laquelle il y aurait des élections en décembre. Déjà, le 20 décembre, ce n'est pas... La CENI nous confirme, le gouvernement finance déjà. Donc, le 20 décembre, ce n'est pas la bonne date des élections. Donc déjà, le 20 décembre, nous sommes hors délai. Le 20 décembre, nous sommes déjà hors délai. Il faut que tout le monde retienne ça. Que la date proposée par la CENI n'est pas la date à laquelle devraient avoir lieu les élections, parce que la loi dit qu'il faut 90 jours avant la fin du mandat convoquer le corps électoral. Et le 20 décembre, ce n'est pas 90 jours. Mais, mon très cher, vous avez entendu qu'à Bukavu, il y a eu 1 millier de machines à voter qui sont brûlées. Parce que les machines à voter que nous avons utilisées en 2018 vont servir cette fois. Parce que M. Kadima est en train de préparer sa magouille avec le vote semi-électronique. Mais vous savez au moins que les machines ont brûlé. Les enquêtes sont en cours pour dénicher les auteurs de cet incendie, si c'est naturel ou provoqué par les humains. Mais toujours dit que les enquêtes sont en cours. Mais vous vous rappelez qu'en 2016, l'entrepôt de la CENI avait brûlé et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de rapport d'enquête. Les enquêtes s'ouvrent dans notre pays, mais ne se referment jamais et n'apportent jamais aucune conclusion. Mais savez-vous que les machines devraient être reconditionnées pour les prochaines élections? Est-ce que ces machines ont déjà été renvoyées à Mirosystem pour les reconditionner? Autre chose, est-ce que vous avez entendu que la logistique s'est mise en place pour la commande des isoloirs et tous les kits qui permettent effectivement un enrôlement effectif? Comment vous pouvez être certain qu'il y aura élection? Vous n'avez pas entendu Denis Kadima ne pas arrêter de se plaindre sur le financement des opérations électorales. Voilà pourquoi j'ai dit que le gouvernement va financer. Le gouvernement va financer. De son ministre de Finances avait confirmé que il y aurait une enveloppe qui sera débloquée pour il va financer la situation. C'est très intéressant. Il va financer. Il va le financer quand? Quand est-ce qu'il va le financer? C'est les questions auxquelles il faudrait tabler. D'abord, moi, je n'ai pas la certitude, et cette CENI ne rassure pas pour une organisation des élections en décembre. Mais comme nous l'avons dit et comme nous n'avons pas cessé de le répéter, c'est que nous sommes partis prenantes au processus et que nous allons participer aux élections sans les boycotter. Donc voilà, je salue quand même la position de l'ECC et de la SENCO qui vient renforcer la nôtre en disant qu'il faut un audit. Mais vous allez participer par quelle magie, par quel miracle? Parce que vous n'avez pas déposé vos listes. Est-ce que la CENI va revenir rien que pour vous? Ou bien, vu le programme ou les calendriers de la CENI, vous êtes déjà en retard? Nous avons dit lors de la rencontre avec M. Kadima, notre proposition a été que cet audit se fasse en parallèle, que le processus qu'il a initié suive son cours. Si l'audit révèle des faiblesses de moins de 3% du fichier électoral, eh bien, il n'y a pas de problème, ils peuvent continuer avec leur procédure et nous assumerons nos responsabilités en n'ayant pas déposé nos candidatures. Mais si l'audit relève plus de 5% des faiblesses dans ce fichier électoral, on ne peut plus aller avec un tel fichier. Alors pourquoi la CENI ne veut pas adhérer à notre... Ce que fait la CENI maintenant, pensez-vous que c'est du forcing?
c'est de la mascarade, c'est que la CENI fait. Vous savez, je ne vais accuser personne, mais le détournement est érigé ici en sport national de la part de l'Union sacrée et de tous ses affidés. Et vous avez entendu voilà, que l'une des raisons pour lesquelles nos cartes d'électeurs étaient défaillantes, c'est parce qu'il y avait eu trop de commissions sur les machines achetées pour l'enrôlement et que ça a eu une incidence sur la qualité. Donc, je m'avancerai sans confirmation aucune en disant que tout ce qu'ils font, c'est pour obtenir leur rétrocommission et puis c'est la cousine douce, c'est tout. Ils savent qu'ils sont incapables d'organiser les élections en décembre. Ils le savent, je vous dis. Mais ils attendent simplement le bouc émissaire sur qui ils vont faire porter le chapeau et nous, on ne peut pas être ce bouc émissaire. Je vous reviens. Alors, vous étiez prévenu que nous recevrons également Joe Maélé pour le compte de l'Union sacrée. Eh bien, il vient de se joindre à nous. En faisant quelques pas en arrière. Joe, merci d'être là. Bonjour, bon début de semaine en même temps. Merci. Alors, francophonie, c'est la clôture. Quelles sont vos impressions? Je pense que les impressions sont positives. De l'euphorie dans les visages plutôt des Congolais, de l'euphorie dans l'organisation. Je pense que depuis 1974 que nous avons eu un événement de grande envergure, depuis le combat du siècle Mohamed Ali et Foreman, aujourd'hui le Congo rené reporte sa robe d'une grande nation en Afrique et puis dans le monde. Donc je pense que j'étais très content de voir tous les Congolais unis aujourd'hui. Parce que dans la dynamique de la nation aussi, c'est que nous voulons cultiver cette envie de vivre ensemble. Et la francophonie était un élément pour accentuer cette envie, ce désir de vivre ensemble. Donc je pense que pour moi, à 90%, cet événement a été un événement très réussi. Coup de chapeau aux organisateurs, coup de chapeau aux autorités politico-administratives de notre République qui ont mis toutes les batteries en marche pour l'organisation des CG de la francophonie. Parce qu'il faudrait savoir que nous avons accueilli plus de 3500 athlètes, plus de 10 nations ont été représentées. Alors, ça montre combien est-ce que notre pays et nos autorités sont en train de maturer le jour, parce qu'accueillir un tel événement, ça ne se donne pas à tout le monde. Et l'effet que nous avons accueilli montre aussi une réussite diplomatique, parce qu'on ne donne pas ça à n'importe qui. Nous avons milité diplomatiquement pour que cet événement soit ici. Il y a eu de l'antagonisme diplomatique avec le Rwanda qui s'opposait par Louis Mushikiwabo, mais par la grâce de Dieu et puis par les dynamismes diplomatiques, nous avons eu cet événement. Les infrastructures, quelles que soient les personnes qu'on avait mis pour le premier, ils n'ont pas réagi positivement, mais ils ont détourné la deuxième équipe a fait un travail de titan. Je pense qu'il faudrait louer. Moi, je reste dans la dynamique positive de pouvoir apprécier ce qui était bon. C'est pour la première fois que je vois les femmes, les enfants, 1 année, 2 ans, 3 ans à l'Estade de Martine. C'est pour la première fois, moi, je l'ai vécu. Parce que je n'ai pas participé activement. La sécurité était assurée, mais du moins, vous n'étiez pas là malheureusement. J'essaie de résumer le propos de Yves pour en faire une question. Est-ce que le moment était bien choisi? Regarde ce qui s'est passé à l'Est, les tueries, et les zones occupées jusqu'ici par les M23. On ne peut pas dire forcément le Rwanda. Est-ce qu'il y avait lieu d'organiser ces jeux de la francophonie ici, qui sont au Congo? Je pense oui. Il faut toujours vendre positivement le Congo. Il faut démontrer à ceux qui pensent que le Congo, c'est un lieu où l'insécurité règne totalement, un lieu où on ne peut pas s'assumer. Déjà, il a fallu que ça puisse s'organiser. Je pense l'année dernière, on a eu à reporter jusqu'à aujourd'hui. Moi, je pense que cette organisation a su prouver à nos détracteurs, à ceux qui pensent que les Congolais sont des incapables, parce qu'il y a plusieurs pays qui pensent que jusqu'à aujourd'hui, le Congo est un bébé, qu'il faut tout le temps veiller pour qu'il ne commettent pas des erreurs ou des bêtises. Moi, je pense que c'est quelque chose de très positif et ça a laissé une très bonne image. Vous voyez l'euphorie qu'il y a eu au sein du peuple congolais et puis au sein des visiteurs. Et que le message pour nos amis de l'Est, est-ce un abandon ou bien non, il n'y a pas un abandon. Vous voyez ceux qui étaient là même au stade, la plupart des Congolais avaient
avec des banderoles, des cartons pour dire que nous ne vous avons pas oublié, fort, nous vous soutenons. Et nous avons des autorités qui ne dorment pas jour et nuit. Ils sont en train de réfléchir, ils sont en train de mettre des mécanismes en place pour éradiquer cette situation. J'ai toujours dit, la question de l'Est, il faudrait la conceptionner comme le président Félix la conceptionne. Le président Félix veut installer une paix totale. Parce que les gens pensent que éradiquer M23, c'est installer la paix totale à l'Est. Non. Éradiquer M23, c'est éradiquer une milice, mais à part l'M23, il y a d'autres milices qui commettent les terreurs, les différents actes de barbarie. Donc, les grands soucis de Félix Antoine Tshisekedi, c'est assainir la zone de l'Est, installer une paix durable. C'est ça les grands soucis. Donc, à nos frères de l'Est, on ne vous a pas oublié. Et je pense que les gouvernements, et j'ai certes certitude que les gouvernements travaillent pour la paix à l'Est. Moi, je ne parle pas de la question de l'M23, mais je parle de la paix à l'Est du pays. Donc, dans l'ensemble, c'était un pari gagné, l'organisation de 9e édition de Jeux de la francophonie. On a profité de l'occasion pour vendre bien l'image des choses que vous avez dit, et que nous avons raflé 34 médailles, 5 en or. C'est pour une première en tout cas. Ben oui, moi je pense que toute personne qui sera à l'encontre de cette logique qui est la vôtre, c'est une personne... Non, c'est une question. Non, je pense que je vais emprunter cette proposition pour dire que toute personne qui sera à l'encontre de ce que vous avez affirmé, je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas le Congo. Aujourd'hui, le Congo organise un grand événement mondial. Certaines personnes, certains détracteurs avec les clivages politiques pensaient qu'on allait échouer, pensaient qu'il y aurait une très mauvaise image de la République, mais malheureusement, nous avons vendu. Moi, je retiens seulement le côté positif. Aujourd'hui, nous avons les infrastructures qui sont restées pour la République démocratique du Congo. Ça nous permettra à projeter encore l'organisation des grands événements qui sont africains comme extra-africains. Et je pense que... Les infrastructures réhabilitées ou mises en place? Réhabilitées aussi. On a réhabilité. Il y a certains qui ont été mis en place temporairement. Par exemple, les cadres de la lutte traditionnelle, ça a été mis en place temporairement. Donc je pense que ça permettra à notre pays de pouvoir postuler, de pouvoir avancer. Puis à l'interne aussi, ce sont des infrastructures qui permettront aussi à pouvoir lutter contre les banditismes juvéniles et urbains. Parce que lorsqu'on va occuper les jeunes, lorsqu'on va organiser les tournois intercommunaux, que ce soit des judo, des karaté, ça permettrait à ce que les jeunes soient occupés au sport. La personne qui a gagné la médaille, je crois, de bronze, c'est un garçon de 18 ans. C'est parmi ces âges aujourd'hui que nous trouvons ces personnes qui commettent de la barbarie. Donc je pense que si on doit retenir aujourd'hui des choses, on doit retenir des choses positives. Et lorsque nous parlons de cette organisation-là, il faudrait quitter la dimension des clivages et la dimension des appartenances. Parce que lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo, on ne voit pas un clivage politique, mais on voit un État, on voit une nation. Et si on échouait, on allait mal parler de la République. C'est le Congo qui gagne, en tout cas, dit-on. Alors, je pense qu'il va vous rencontrer un peu plus tard, mais du moins, deuxième question avant de revenir de ce côté, processus électoral. Aujourd'hui, la CENI arrive à livrer du duplicata pour ceux-là qui n'ont pas perdu des cartes d'électeurs, mais plutôt là où les cartes se dégradent, les écritures plutôt encore les caractères, je dire, se volatilisent. Vous étiez ici, je suis sûr, c'est pas l'autre fois pour vanter des prouesses, des mérites, la connaissance, le savoir, des escadiments, mais en moins de 5 mois, la qualité de la carte, c'est médiocre, disons les choses clairement. Vous en êtes fiers ou bien bon, c'est une œuvre humaine, il peut y avoir des imperfections? Je pense que je prends votre dernière proposition pour dire que c'est une œuvre humaine. Alors l'œuvre humaine a toujours l'œuvre humaine a toujours des imperfections. Moi, je détiens encore la carte de Malmal jusqu'ici. J'ai la carte de Nanga en bon état, en tout cas. Sinon, c'était une manière de oui, c'est pourquoi j'ai dit que c'est une œuvre humaine. L'œuvre humaine a toujours eu des imperfections et je pense qu'on a pallié à cette imperfection de pouvoir donner des duplicata. L'effet de donner des duplicata n'est pas une résolution qui vient du ciel, c'est une résolution qui est... C'est une alternative qui est dans la loi électorale. En cas de perte, en ce que je sache. Mais ce qui n'est pas le cas, c'est étonnant. Mais j'ai dit que c'est une alternative qu'on a interprétée parce que nous sommes face à un fait. On ne va pas laisser ces faits-là non résolus, un problème qui doit être résolu. Je pense qu'on a fait recours à cette alternative de pouvoir... Mais lui qui se plaint qu'il n'a pas de financement, il n'a pas de budget, comment il va s'y prendre? Parce que là, c'est un coût, c'est une enveloppe qui sera de nouveau dépensée. Non, lorsque vous dites qu'il n'a pas de budget,
c'est hyperbolisé avec le propos. Il a les budgets, mais les budgets n'est pas à la hauteur de sa demande. N'est pas suffisant, ou soit les budgets est à moitié. Parce que lorsque vous dites qu'il n'a pas les budgets, ça signifie qu'il n'a même pas un Non, franc. une manière de dire que ce n'était pas à la hauteur Donc de ça sa signifie demande. Aujourd'hui encore, l'argent des duplicata. l'argent C'est un coup de plume. l'argent des élections se débloque d'une manière procédurale, et je pense que lorsqu'on est en train de débloquer l'argent des élections, l'enveloppe pour les élections, on tient compte aussi de l'enveloppe sécuritaire, parce qu'il ne faudrait pas oublier, vous m'aviez posé cette question, nous avons un problème sécuritaire à l'est du pays, et la question sécuritaire, c'est lié aussi à la question monétaire, la question du financement, la question de l'équipement, et nous sommes en train de jumeler toutes les deux questions. Question monétaire, question des financements. Exactement. Alors que nous venons d'organiser un grand jeu ici. Non, l'organisation des Jeux de la francophonie n'était pas à 100% République démocratique du Congo. Il faudrait l'exiger. C'était pas à 100%. Il y a eu, en termes de pourcentage, la RDC a contribué à l'autour de combien? Mais je vous dis une chose, l'organisation, c'était pas une organisation congolo-congolo. Il y avait la participation de certains organismes qui ont appuyé des organismes de la francophonie, et je pense que c'est dans cette dynamique que nous partons. Mais lorsque nous parlons de la question électorale, c'est une question qui est financée 100% par la RDC. Nous parlons de la question sécuritaire, de l'armement et de la logistique qui entre dans l'armement. C'est financé 100% par le gouvernement congolais. Donc il faudrait parler de ces deux questions séparément, parce que les financements proviennent des différentes sources. Donc actuellement, M. Denis Kadima, c'est une personne qui incarne la CENI. Il a eu les hauts comme les bas, il y a eu des imperfections, et je pense que le souci, c'est de pouvoir aller dans un processus qui est perfectionné. Je pense que lorsque vous êtes en train de faire une étude comparative des trois processus 2006, 2011, 2018, vous verrez que processus perfectionné. En quoi déjà la qualité de la carte nous remet tout en cause? Non. Ne faut pas laisser le perfection. Non, je dis, la qualité de la carte ne résume pas les processus électoraux. Ça fait partie. Oui, ça fait partie. Lorsqu'on parle du processus électoral, nous voyons toutes les séquences qui mènent pour l'organisation des élections. Vous avez parlé de la perfection alors que les débatteurs devant vous, lui et son parti politique n'ont pas déposé les listes. Donc, décidé, la MOUCA, branche décidée bien sûr, ne vont pas prendre part. Mais la question électorale, monsieur Guélor, c'est une question qui relève premièrement des ambitions et des velléités politiques personnelles, et puis de chaque parti politique. Vous allez comprendre qu'ils sont au nombre de 4. Ils ont créé un bloc qu'on appelle le Lubumbashi. Les 3 sont partis, et M. Martin Fayulu ne veut pas partir. Ça relève que de lui, et ça relève de ses ambitions. Les élections, il faudrait les savoir, les élections se préparent sur la base, dans les différentes bases. Les élections se préparent dans les financements. N'oubliez pas que M. Martin Fayulu, lorsqu'il est parti aux élections 2018, il est parti aux élections sous le label de la MOUCA. Et regardez la constitution de la MOUCA et la composition de la MOUCA. Il y avait les grands cadors qui pouvaient miser de l'argent sur lui. Mais à part 2018, poser la question à M. Yves Badjogo, depuis 2006 jusqu'avant 2018, M. Martin Fayulu a postulé dans ces pays étant Kiki. Il était étant que député provincial. Donc il ne faudrait pas voiler la face au peuple congolais. D'après vous, le moyen serait à la base de certaines décisions dans le chef de Martin Fayulu? Ça dépend. Moi, je pense que ça dépend de leur appréciation. Nous avons une vision pour le Congo. Et certaines personnes qui ont une vision minime de pouvoir s'arrêter à un conseil communal. Et certaines personnes qui ont une vision pour la vie de Kinshasa d'être gouverneur. Il y a certaines personnes qui ont une vision grandissime pour être président de la République. Alors nous n'allons pas donner nos réflexions à M. Martin Fayulu de pouvoir réfléchir. Excusez-moi s'il est limité dans les réflexions pour la République. Est-ce que ça nous a... Je vous reviens. Yves, vous avez suivi Joe Maélé. Il pense que si vous n'avez pas déposé vos listes, non pas parce que vous exigez l'audit du fichier, mais par contre, vous n'avez pas de moyens, c'est son point de vue, et que le moteur est en marche, on va aller aux élections sans vous. L'essai ne tombera pas. L'histoire se répète. L'autre fois, c'était avec l'UDPS. Il y a eu élection. Aujourd'hui, sans SID, sans Martin Fayulu, il faut se revancher. Mais mon co-débatteur Joe Maélé est allé
dans des supputations qui n'ont pas de place. Bon, c'est un communicateur de l'Union sacrée, et comme leurs camarades du MLC l'avaient dit en son temps, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas au fait de beaucoup de choses. Il ne sait pas que les Jeux de la francophonie ont été totalement financés par la RDC. C'est comme ça que ça s'organise, les choses s'organisent, et c'est ainsi. Il n'y a pas eu d'apport extérieur. Vous avez rappelé ici que le fameux DJ qui avait été placé à la tête des Jeux a détourné de l'argent. Il est parti tranquillement en peinard, et il ose même insinuer que c'est de la République qui lui devait encore de l'argent. Donc, M. Maélé, confortez-vous, c'est la RDC qui a dépensé tout cet argent. Mais M. Maélé a été incapable de vous donner les proportions. Combien est-ce que la RDC a mis, combien est-ce que les organisations, tout simplement parce qu'il n'est pas au courant, il ne sait pas. C'est organisé dans une opacité, comme d'habitude, pour favoriser les détournements pour lesquels ils sont champions. Et d'ailleurs, comme lui-même l'a indiqué, il est arrivé en retard parce que les infrastructures routières n'ont pas permis à ce qu'il puisse arriver à temps. Nous aurions dû bénéficier, comme je l'ai dit tout à l'heure, des infrastructures, jusqu'à des infrastructures routières qui permettent de désengorger la ville de Kinshasa, mais ça n'a pas été le cas. Il a dit que la fourniture de duplicata pour des cartes qui s'effacent s'est trouvée dans la loi. Mais je suis curieux. J'espère qu'avant la fin de l'émission, il va nous dire quels sont les articles de la loi électorale qui permettent de fournir des duplicata à des gens qui n'ont pas perdu des cartes. Parce que les duplicata se fournissent à des personnes essentiellement qui ont perdu des cartes. La preuve, pour obtenir la nouvelle carte, il faut aller prendre une attestation de perte de pièces. Vous comprenez la logique dans laquelle ces gens nous emmènent? Une logique qui est totalement illogique. Ils vantent ici le mérite du processus électoral. Pourquoi en 2006, on n'a pas eu ce problème des cartes qui s'effacent? Pourquoi en 2011, on n'a pas eu ce problème des cartes qui s'effacent? Pourquoi en 2018, on n'a pas eu les problèmes des cartes qui s'effacent? Et il faut qu'on ait le meilleur expert du monde entier, mais qui viennent nous pondre des cartes qui s'effacent et qui créent un nouveau problème pour la République. Je voudrais que M. Maélé... Je voudrais que... Mais pourquoi en 2006, 2011, 2018, c'était des robots, des extraterrestres qui ont organisé le processus? C'était toujours des humains qui ont minimisé les risques avec toutes ces questions. Je voudrais que M. Maélé m'indique sur quelle rubrique se trouve la production des duplicata. Quelle est la période? Combien de temps est-ce que le processus de fourniture de duplicata va se faire? Parce que la CENI a annoncé que le début c'était pour le 2, mais il n'a jamais annoncé la fin. Je voudrais que M. Maélé me dise combien de cartes sont défaillantes aujourd'hui. S'il s'avérait que sur les 43 millions, encore les chiffres qu'ils évoquent, il y avait 20 millions de cartes qui étaient défectueuses. Comment on va faire? Sachant qu'aujourd'hui, il n'y a plus les centres d'inscription. C'est maintenant j'ai oublié comment ils ont appelé ça, des poules centralisées vers lesquelles... vers lesquelles nous devons... Les antennes. Voilà, ce sont maintenant les antennes, il n'y a plus de bureaux, ce sont les antennes vers lesquelles nous allons tous courir pour obtenir ces cartes. Et encore que, sachant, je ne veux pas dénigrer notre mentalité, mais j'ose croire que c'était un peut-être réflexe normal, même ceux qui possèdent des cartes qui n'ont pas de problème vont aller chercher ces nouvelles cartes. Donc on risque de se retrouver avec un nouveau processus d'enrôlement qui va coûter combien à la République? M. Maélé dit, voilà, il y a de l'argent, mais qui nous disent, cette opération sera financée sur quelle ligne budgétaire de la CENI. Donc, ce processus de fourniture des duplicata viole la loi, parce que le calendrier électoral fait partie intégrante de la loi électorale. M. Kadima viole la loi, mais ça ne nous étonnerait pas si M. Félix Tshisekedi lui-même viole la loi mère, la Constitution, que M. Kadima, son sous-fifre, puisse violer les lois de la République. Voilà. J'entends beaucoup dire que ce serait des problèmes de financement qui nous empêcheraient d'aller. Mais supposons que ces personnes avaient raison. Mais c'est un problème pour un pays normal. Normalement, nous devions tous être égaux. Nous devions avoir une participation qui ne serait pas basée sur les financements. Je vous donne un exemple en France, qui est un modèle de démocratie. Lorsque vous participez, d'abord, les partis politiques sont financés. Subventionnés par l'État, oui. Il y a une subvention des partis politiques pour qu'ils puissent travailler. Deuxième chose, les candidatures ne sont pas conditionnées par de l'argent. Les candidatures sont conditionnées par des parrainages, c'est-à-dire des signatures des élus. Vous n'avez pas besoin de financement pour poser vos candidatures. Déjà, ça c'est fait. Troisième chose, c'est que lorsque vous participez aux élections, vous atteignez un certain seuil, 5% des suffrages, automatiquement, tout ce que vous avez misé dans l'organisation de votre campagne vous est remboursé. La preuve, vous avez vu que Marine Le Pen est allée même jusqu'en Russie pour prêter de l'argent pour battre la campagne, parce qu'elle savait qu'elle était capable d'avoir 5% et rembourser une fois qu'elle serait payée par l'État. Même si cette raison serait vraie, comme le souligne Maélé, c'est un problème pour la démocratie.
Mais après, il faut être sérieux quand même lorsque on allègue certaines choses. Monsieur Maëlé dit que Martin Fayulu a toujours été candidat député provincial. Mais n'empêche, ce n'est pas un problème. Vous savez, l'avant-dernier, Boris Johnson, le Premier ministre, je crois il y en a eu 2 après lui, mais le Premier ministre en Angleterre, vous savez, il était qui avant? Il était maire de Londres. Donc, le fait d'avoir des ambitions progressives n'empêche en rien à quelqu'un de vouloir participer aux élections. Et encore, pour parler de ces questions de financement, la loi est claire, la loi électorale. Elle dit qu'à 50% des listes composées des femmes, vous ne payez pas pour les dépôts de candidature. Donc, si nous avons juste un peu de jugeote, nous organisons nos listes en mettant 50% des femmes et 50% d'hommes, nos listes payent 0 francs pour les élections. Donc la question de financement, c'est une question, c'est un faux débat. Et d'ailleurs, est-ce qu'on participe aux élections, on organise sa campagne électorale avec ses propres fonds? Monsieur Maëlé, il faut répondre à cette question. Si c'est vrai, pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que Monsieur Félix Tshisekedi, qui vivait du salaire de sa femme, a fait pour organiser les élections à laquelle il a participé en 2018, sa femme qui était aide-soignante en Angleterre? Ce ne sont pas mes propos, ce sont ses propos lui-même. Si c'était ça la raison fondamentale, les finances, ce n'est pas un problème pour nous d'aller chercher l'argent et pouvoir financer notre campagne. Non, nous sommes là sur des valeurs fondamentales. Moi, je voudrais bien aller à l'Assemblée nationale. Je voudrais bien avoir les 21 000 $, c'est pas un problème. C'est une ambition. Mais est-ce qu'il faut que je fonde mon ambition juste pour ça? Parce que sur ma propre personne, nous disons que les élections dans leur ensemble posent problème, que les élections dans cette manière d'être organisées ne favorisent pas la démocratie, une démocratie réelle. Et pour nous, ça cause un problème. Moi, je suis un acteur politique. L'aboutissement de tout politique, c'est d'accéder au pouvoir, de le conquérir et de l'exercer. Si je prends les risques aujourd'hui avec le président élu, commandant du peuple Martin Fayulu, de ne pas aller aux élections, parce que nous savons que le seul mode pour accéder en responsabilité sont les élections dévolues par la Constitution. Mais si nous sommes capables de prendre ces risques, alors il faut vous poser une question. Il faut vous poser une question. Ça veut dire qu'il y a effectivement des problèmes pour lesquels nous disons non. Et c'est le tournant aujourd'hui. Comme j'ai dit, il faut prendre des décisions, il faut prendre des positions dans la vie d'un homme. Nous avons pris une position, certes difficile, mais nous sommes convaincus que nous atteindrons notre objectif. La preuve aujourd'hui, les CC, la SENCO nous rejoignent en demandant un audit du fichier électoral. Et nous ne sommes pas les seuls. Si je ne m'abuse, je crois que le parti de Claudel Loubaya n'a pas déposé des candidatures non plus. Et j'entendrai que même certaines autres personnes seraient prêtes à se retirer du processus tant que les choses ne s'améliorent pas. Il a dit clairement qu'ils ont pris des risques de ne pas déposer les candidatures. Et ils ne vont pas rester comme ça. Hein. Ils ont les alternatives, ils ont des idées outre que ça. Ils pensent activer, au sein de la population bien sûr, activer l'article 64, qui est constitutionnel. Ce qui dit, vous chassez, vous qui êtes au pouvoir, vous qui êtes au pouvoir bien sûr, de force, avec la population bien sûr. Est-ce que cela peut vous faire peur? Bien, vous pensez que bien, c'est déjà entendu, c'est du flocon, il n'y aura rien. Je pense qu'il y a une compréhension très péjorative de cet article-là, avant que je donne quelques appréciations qualitatives de ce que M. Yves Badjogo a dit. Lorsqu'il parle de l'article 64, le peuple... Et l'alinéa premier, le peuple doit barrer la route à toute personne qui voudrait exercer le pouvoir par la violence. Eh bien, c'est clair comme l'eau dans un verre quand il dit que le peuple doit barrer la route à toute personne qui voudrait exercer le pouvoir par la violence. Je me pose la question, qui veut exercer le pouvoir par la violence? Toute personne qui voudrait renverser le pouvoir, les régimes constitutionnels, toute personne qui voudrait les renverser d'une manière inconstitutionnelle, le peuple doit barrer la route. Et ici, posons-nous la question, quelles sont les personnes qui veulent renverser le pouvoir qui se base sur la Constitution? C'est les idées. Parce que dans un régime démocratique qu'il a cité nous-mêmes, les seuls moyens pour roter les acteurs au sein... Mais il continue à vous exiger... Non, vous savez, d'une manière transparente et claire. Non, il faudrait... Est-ce qu'ils ont raison ou pas? Non, ils n'ont pas raison. Il faudrait toujours partir dans une logique qui est normale, qui est croissante, et non une logique qui est décroissante. Entre les idées qui est partie prenante des élections et la CENI, qui doit faire l'audit, qui doit demander l'audit, qui fait le processus de l'audit. C'est là qu'il faut, il faut cadrer cette question. Parce que la question de l'audit, c'est une question qui relève premièrement de la CENI.
L'article 9 portant organisation et fonctionnement de la loi de la CENI donne des missions de la CENI. Lorsque vous lisez aussi l'article 211 de la Constitution, vous verrez ce que dit cet article-là. C'est à la CENI, instance technique, de pouvoir organiser les élections et les processus électoraux. Toute question qui relève, excusez-moi pour la tautologie, de la sphère électorale, c'est à la CENI de pouvoir entamer ces démarches. Lorsqu'on parle de la question de l'audit, c'est à la CENI de pouvoir faire appel à une organisation ou à une prestation intellectuelle, comme dans les marchés publics. Les prestations intellectuelles, c'est lorsqu'on fait appel aux experts pour venir... Il y avait des experts réellement? Mais oui. Mais c'est là où les bas blessent. Au départ, il avait dit que je vous pose la question. Oui. Des Sud-Africains. Non, un Malawite, un Sud-Africain et 3 Congolais. Voilà. Moi, ils étaient venus quand est-ce qu'on avait lancé l'appel d'offres? Quand ils avaient eu les visas pour venir ici? Quand ils ont eu le top et tout. Mais je pense que ce sont des experts. Non. J'ai eu à lire un document. Le rapport est rendu public déjà. Le rapport est rendu public. J'ai eu à lire ces documents. Il y a eu un appel à la candidature qui a été fait. Il y a eu plus de 200 candidatures qui ont été enregistrées par la CENI. Et on a fait une certaine sélection. Mais lorsque M. Badjogo cite nommément la question de la démocratie, oui, j'accepte cette démocratie. Mais il faudrait savoir, la question de la démocratie, elle est un peu très complexe. Parce que dans la démocratie, il y a les principes qui sont généraux. Cette démocratie qui est... Nous avons opté pour une démocratie participante, de type semi-présidentielle. Et dans les semi-présidentielles, il y a des principes qui sont généraux. Mais au-delà des principes généraux, il y a des principes qui doivent naître des us et coutumes. Par exemple, en France, qu'il a cité nommément, le gouvernement peut entrer en vigueur sans pourtant prêter serment devant l'Assemblée nationale. C'est l'un des principes de la démocratie semi-présidentielle qu'on a élagué. Donc, le Congolais ou la République démocratique du Congo n'a pas le devoir de faire un mimétisme démocratique de la France. Le problème, c'est rester dans les principes. On chute. Le problème, c'est rester... En même temps, c'est votre conclusion. Le problème, c'est rester dans les principes généraux et puis appliquer certaines choses selon nous. Moi, lorsque je parle de l'ECD, je vois l'ECD comme cette machine politique. Aujourd'hui, avec la loi électorale, il y a l'introduction du seuil des représentativités. Au-delà des femmes qui peuvent représenter à 50%, ils doivent atteindre au moins 60% des sièges à pourvoir. C'est au moins 300 députés qui doivent compétir pour l'ECD. Est-ce qu'ils ont cette capacité de pouvoir atteindre au moins 300 députés? Et qui vous dit que c'est impossible? Qui vous dit que c'est impossible? Je me pose cette question. D'accord. Je me pose cette question. Alors, la question de l'ECD aujourd'hui, c'est retirée au processus électoral. Ce qui n'est pas le cas. Mais l'ECD ne s'est pas retiré de processus. L'ECD, c'est Martin Fayulu. Ils se sont retirés du processus. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit quoi? Mais je pense que c'est chaque jour qu'ils sont en train d'échanger les langages. Quand ils disent qu'ils ne vont pas on chute. Quand les personnes disent qu'ils ne vont pas compétir, je pense que cherchez un vocabulaire français que vous allez inclure là, parce qu'ils ne veulent pas dire retirer, mais pour moi, ils se sont retirés du processus électoral. Donc, je pense que nous allons aux élections. Nous exigent plutôt la transparence. Mais s'ils exigent la transparence, pourquoi les 3 autres sont restés? Sessang est resté, Katumbi est resté, Matata est resté. Ici, nous sommes dans une chaîne d'un grand homme qui a géré la chose publique. C'est 3 personnes différentes, c'est 3 partis différents. Mais avant, au début, ils ont eu les mêmes engagements. Okay. Au début, les mêmes revendications. Mais pourquoi l'un est resté statique et les autres sont dynamiques? Parce qu'ils comprennent que nous sommes dans un processus électoral, nous allons vers la rotation, et si nous restons dans la position de M. Fayulu, nous allons nous réduire avec sa vision du Congo qui est minimaliste. Merci beaucoup, Joe Maele. Merci d'être venu en tout cas, merci. Je rappelle que vous êtes de l'Union Sacrée, exactement, communicateur. Oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Cher Yves, c'est vrai que vous en bouclez avec des conclusions. 2 minutes et c'est pas le coup de se quitter. C'est très intéressant. J'aime bien la chute de M. Maele qui dit nous étions ensemble avec 3 autres partis, je ne les cite pas, et pourquoi les autres sont partis et nous sommes restés. Il dit que nous avions tous les mêmes revendications. Est-ce que ces revendications ont été atteintes? C'est la question qu'il faut vous poser. Si vous ne posez pas cette question, alors vous faites fausse route. Est-ce que les revendications que nous avons portées avec les 3 autres candidats présidents, est-ce que les revendications
Posez aux 3 autres partis. Est-ce qu'il y a les revendications? Mais c'est vous qui avez évoqué les Non, 3 posez aux 3 autres partis. C'est vous Parce qui avez... que actuellement, ils partent au processus C'est vous qui électoral. les avez évoqués. Laissez-moi vous rencontrer. Et Vous avez évoqué que nous avions tous, au départ, les mêmes revendications. Si ces revendications n'ont pas été atteintes, pourquoi est-ce qu'il faut changer d'avis? Pourquoi est-ce qu'il faut se départir des obligations nous avons signé des communiqués avec les 3 autres candidats, disant spécifiquement que sur la question du fichier électoral, il faudrait que le fichier électoral soit audité de manière conforme. Alors, si le fichier électoral n'est pas audité de manière conforme, pourquoi ils ont changé? Donc vous vous rendrez compte, et je vous remercie de rappeler à nos téléspectateurs que nous restons droits dans nos votes, nous restons cohérents avec nos revendications et nos demandes. Et encore là, vous faites fausse route en interprétant l'article 64 en disant que nous voulons barrer la route à ceux qui exercent le pouvoir avec la violence. Non, ce n'est pas avec la violence, c'est ceux qui exercent le pouvoir en violation de la Constitution, comme vous êtes en train de le faire avec l'Union sacrée, notamment en nommant des juges de manière irrégulière, notamment Quel juge qui a été nommé? Mais monsieur, mon cher Ouboulou est parti de manière irrégulière. Je rappelle à nos téléspectateurs que ces juges que nous sommes en train de défendre aujourd'hui sont les juges qui ont participé à la fraude électorale, à la forfaiture de 2018. Ils n'ont pas été favorables à nous. Mais nous disons que les principes et les règles doivent s'appliquer de manière équitable dans un état de droit. S'ils sont floués aujourd'hui, nous avons notre responsabilité de les défendre. Et parlons de l'article 64, mais c'est notre responsabilité. M. Félix Tshisekedi de son Union sacrée gère le pays en violation de la Constitution et nous sommes dans nos bons droits. Nous sommes en train déjà de mobiliser la population. Nous étions hier encore à Ndjili, au terrain Bouddha. Vous avez vu ce qui s'est passé? La police qui s'est mise ensemble avec la milice de l'UDPS, notamment la farce du progrès, pour nous empêcher d'atteindre le lieu de nos manifestations. Il y a eu des tirs à balles réelles, il y a eu plusieurs incidents, et notant que la veille ou 2 jours avant, le gouverneur de la ville nous avait indiqué ça, qu'il y avait des gens avec des machettes qui seraient préparés pour venir perturber notre marche. C'est le gouverneur de la ville qui le dit. Et le samedi sur terrain, nous avons vécu ça. C'est extrêmement grave et extrêmement préoccupant. Nous sommes dans un régime cette fois où l'intolérance a battu son plein. Vous avez vu, c'est Sanga au Kasaï qui a été caillassé. Vous avez vu, il ne faut pas vous rappeler. Donc l'intolérance est devenue de manière permanente sur tous les plans. Quand les paisibles citoyens vont vous attaquer, vous allez porter cette charge au gouvernement. Et vous dites vous-même paisible citoyen et vous dites attaquer. Mais ce n'est pas cohérent. Les paisibles citoyens n'attaquent pas. Aujourd'hui, nous avons la police qui ne joue plus une partie du moins. Il ne faudrait pas connoter cette casquette-là. Nous avons une partie de la police qui ne fait plus son travail et nous avons une milice entretenue par l'UDPS, la farce du progrès, qui nous empêche d'exécuter, d'aller à nos manifestations de manière sereine comme nous l'avons toujours fait. Et nous maintenons notre appel à la population que nous allons continuer dans notre lutte. Il faut qu'ils soient prêts, disposés à appliquer l'article 64 comme la Constitution le veut. Merci. Une chose. Yves Chance, il a dit la population. Merci. La population n'est pas pour aux élections. Parce que quand il appelle à la population, il appelle aussi à l'infiltration. La population se constitue de tout le monde, les étrangers comme les autochtones. Vous appelez aux Libanais, vous appelez les Rwandais. J'ai compris que vous êtes en train de faciliter la population. Le peuple congolais a compris que c'est les idées qui facilitent l'infiltration. Merci pour cette nuance. C'est la fin. M. Félix Tshisekedi n'a pas besoin de nous pour faciliter. Il a mis une dizaine d'armées étrangères sur notre sol. Non, c'est la fin. C'est sur base des principes. C'est sur base des principes. Demain, à la même heure, avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La réédition, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous massivement en tout cas à Nice Press Télévision. Nous avons besoin de vos commentaires, de vos likes, vos j'aime, allais-je dire. Et abonnez-vous à Nice Press Télévision. À mes invités, merci pour la disponibilité. Cher Yves, merci d'être là. Merci, franchement, merci. Merci. Joe, merci à vous également. Merci. Et merci à la réaction de Brandon, je voulais dire, de Guillaume Dinga. Merci à Bomolo, Jérémy. Merci également à Tonton et Bon.